Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir la chanteuse-compositrice Irma, elle qui s'est fait connaître avec son tube I Know avec un album disque de platine, rien que ça, revient avec un nouvel EP, Douala à Paris, sorti le 6 mai dernier, et bientôt au cinéma, aux côtés d'Anna Girardot et Rossi de Palma dans le film La Maison. J'en profite pour faire un bisou à Marion Seclin qui nous a mis en relation, qui a écrit plusieurs titres d'ailleurs de ton nouveau projet et qui va pas tarder à débarquer. Donc vous entendrez peut-être à un moment la sonnette de l'appart. C'est normal, plus on est de fous, plus on rit, non? Hello Irma. Salut Pauline. Ensemble, on va parler de ton premier gros succès. Toi, tu as commencé ta carrière avec un énorme succès, ce qui est assez rare dans le développement d'une jeune artiste. Puis ensuite, tu as dû repartir de zéro. Et je pense que c'est hyper intéressant comme approche. Raconte-moi, ça commence comment? Ça commence sur YouTube, il y a 12 ans. Ok. Donc, je poste une vidéo. À l'époque, c'était... Alors, l'histoire, c'est que je voulais que ma meilleure amie écoute un de mes nouveaux titres. Okay. Parce que c'était la seule avec ma sœur jumelle à qui je faisais écouter des chansons. Ouais, la trouille. Genre la trouille, tu vois. Et qui me disait, mais tu vas être une star, c'est super. Qui mettait mes albums chez elle et tout. Et en fait, je peux pas lui l'envoyer par mail, la vidéo. Donc, en fait, je lui envoie je la poste sur YouTube. Okay. Et je me dis, je vais l'effacer quand elle l'aura vue. Sauf que c'est les tout débuts de YouTube. Donc, il y a vraiment genre... je vois un commentaire d'un pélos, je sais pas où, qui dit « Oh, c'est super !» Et en déjà, fait, trop stylé. Trop stylé, oh là là. C'est bien ça, tu devrais continuer. Hein. Elle a eu raison, ma meilleure amie. Je suis une star. Je suis une star, je pèse. Je vois ce commentaire, je me dis « Je pèse », c'est bon. Et en fait, je me dis « Mais c'est incroyable !» Et moi, j'ai grandi au Cameroun et je me suis toujours dit « On est les oubliés du monde. » Genre, on sait pas qu'on existe sur cette planète. Okay. Tu vois, je voyais des images qui nous venaient de partout et tout. Ouais, si loin aux États-Unis. C'est ça, ouais. Tu vois. Et je me dis « Oh, je suis à un clic du reste du monde. C'est génial, tu vois. » Et je me prends de passion pour YouTube. Trop stylé. Trop stylé, tu vois. Et je commence à poster des vidéos tous les jours. Ah ouais, tous ouais, les jours, je poste des vidéos. Ah ouais, je me suis motivée. Et comment tu faisais? T'as acheté ton matos? T'as appris comment à monter et tout? Enfin, tu sais, c'est question con. Je ne montais pas. En fait, je me filmais avec ma webcam dans ma chambre, guitare voix. Je mettais mon bonnet parce que je mettais des lunettes de soleil au début parce que je voulais même pas qu'on me reconnaisse. Enfin, tu vois, je voulais pas être visage à poil, quoi. Et en fait, juste, je filmais avec ma webcam un titre et je postais. Et alors, au départ, ça a grossi vite ou alors En fait, ça a grossi assez vite parce que ça a grossi aussi avec YouTube qui démarrait mais qui du coup grossissait aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que YouTube, à l'époque, mettait en avant des vidéos d'artistes pas connus, tu vois. On était vraiment 30 à faire des vidéos sur YouTube. C'était le bon temps. Ah, on était 30. Il y avait genre Justin Bieber et moi. Tu vois, vraiment. Et d'ailleurs, vous ressemblez. On se ressemble, c'est bien simple. On a la même carrière. Moi, quand je t'ai vu débarquer, je me suis dit, waouh. Justin. Et alors, Aïlia, elle est sympa, en vrai. Écoute, on se parle plus trop en ce moment. Mais je comprends. Elle a pas fait la vaisselle la dernière fois, ça m'a un peu saoulée. Ouais, non, c'est pas correct. Ouais, c'est pas correct. Et du coup, je me réveille un matin et je vois que un de mes titres est en première page de YouTube dans genre 25 pays dans le monde. Ouah, c'est un truc de ouf. Truc de ouf. Et là, les messages de producteurs, de machin, de nana, dont My Major Company. Ouah, c'est ouf. C'est ouf, mais vraiment du jour au lendemain. Et en fait, je me rappelle qu'à l'époque, je me suis fait la réflexion, ça me faisait peur, en fait, de signer en label. Bah ouais, parce que j'avais l'image de l'industrie de la musique où du coup tu te perds ou machin, etc. Et je vois My Major Company, je me dis c'est une petite boîte qui vient de commencer, c'est les internautes qui misent pour toi, etc. Est-ce que tu peux expliquer le concept pour ceux qui connaissent pas Bien sûr. En fait, My Major Company, c'est un label participatif, ça a été le premier en France. Et en gros, tu mets ton projet et des internautes donnent de l'argent, misent de l'argent. À l'époque, tu pouvais miser de genre 1 euro à 1000 euros. C'est le Ulule de la chanson. C'est le Ulule de la chanson, exactement. Et quand t'atteignais 70 000 euros, tu produisais ton album, tes clips, etc. Tu vois. Et pourquoi ça te faisait flipper? Parce que moi, à l'époque où j'avais des posters d'Alizé et des L5, ne me jugez pas. Je vous vois, vous aviez les mêmes. On a tous eu les mêmes. On va pas se mentir. Alors peut-être pas le poster Grandeur Nature d'Alizé, ça. Est-ce que tu les prenais sur OK ou sur Super ou sur tu te rappelles des magazines de l'époque ou pas? Ouf. Moi, je me souviens que mon magazine préféré ever, c'était Miss parce qu'il y avait des cadeaux avec. Miss, oui. Tu te rappelles? Oh là là. Genre Miss. le mini gloss. Bien sûr. Miss. Une époque. Ça me fait mais genre un vent d'émotion Miss. quoi. Incroyable. Ouais. Et puis c'était comment embrasser un garçon, t'étais là. Oui, t'étais là. Oh, attention, ça grandit. Le cache de ma mère parce que la honte.
Et puis un jour, je suis passée à Cosmo et clairement, c'était plus les mêmes conseils. Là. Ah oui. Là, on avait grandi. On était adultes. Tout ça pour dire que je me disais, à contrario, signer avec une maison de disques, c'est potentiellement devenir Britney Spears, tu vois. Pourquoi toi, t'avais cette peur-là? J'avais peur justement de cette idée entre guillemets d'être Britney Spears. C'est-à-dire que en fait pour moi c'était trop gros. Tu vois ce que je veux dire, ce paradoxe où en fait tu te dis, moi depuis petite je me dis je veux faire ça. Je veux chanter mes chansons sur scène. Les moments où j'ai chanté ma première chanson, celle qui a marché il y a 10 ans sur scène, je te jure j'avais vécu ces moments quand j'étais petite. Incroyable. Je les avais visualisés. Wow, tu vois. Putain, donc je savais, mais c'est juste que quand t'es sur t'as tes peurs qui reviennent, tu vois, tu te dis mais est-ce que, et puis non seulement t'as tes peurs, mais t'as ton syndrome de l'imposteur aussi. Est-ce que vraiment tout ça c'est pour moi? Mais non, ils se sont trompés. Et à qui envoie-t-il ce message d'abord? C'est pas à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc My Major Company, ça te permettait de y aller par étapes, parce que j'imagine que t'avais très certainement aussi peur de énormément réussir, et donc ça te mettait une première marche, Exactement. Gros. En fait, ça me ramenait dans la réalité, en quelque sorte. Ouais, carrément. Tu vois, et en tout cas, ce que je me disais. Je me disais, comme c'est produit par des vrais gens, comme moi. Qui aiment ce que tu fais. Et qui aiment ce que je fais, j'ai un soutien. Tu vois, ça me faisait un espèce de socle de sécurité, tu vois. Grave. Et alors, tu te mets dessus? Et donc, je me mets dessus. Et à l'époque, les 70 000 euros, tu les atteignais en 5 mois minimum, tu vois, genre le temps que les gens te découvrent, mettent l'argent, etc. Sauf que donc, moi, j'avais déjà ma communauté YouTube et que, donc, au moment où je signe, ils me disent, voilà, nous, souvent, ça prend tant de temps, quelques mois, etc. Et je me dis j'ai le temps. En plus il y avait ce truc où évidemment je me disais bon, j'ai vraiment par étapes, tu vois, petit bout par petit. La meuf elle a peur, tu vois. On dirait une personne qui tombe enceinte au 2e essai et qui est là. Par contre je préviens, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. Oui. Wow. Exactement ça. Ce sont des triplés. C'est vraiment la nouvelle est à chaque fois de plus en plus. Waouh. C'est exactement ça. Et donc je me dis ok ça va, j'ai le temps. Tu vois, j'ai le temps de me là. Je t'explique. Ils me mettent sur le site un vendredi. Le dimanche, c'est fini. Le dimanche, j'ai les 70 000 euros. Oh mon Dieu. On était sur l'ordi avec ma sœur jumelle, je me rappelle. On appuyait entrée. À chaque fois qu'on rafraîchissait la page, il y avait 1 000 euros de plus. Oh, j'aimerais tellement faire ça sur mon compte en banque. S'il te plaît, on aimerait ou pas? Hop, entrée, argent. Et on était là, mais en vrai, il y a même un des techniciens de My Major qui est retourné au bureau ce dimanche-là pour voir s'il y avait pas un truc cassé. Ah ouais. Ouais, c'était absurde. Putain, c'est ouf. Le pouvoir de la communauté, incroyable. C'est incroyable. Et voilà. Et donc 70 000 euros. Et donc je suis là. Voilà, la peur revient. Ah, donc c'est pas 5 mois en fait. Je n'ai pas le temps de me préparer. Je vais devoir faire un album. Ah, donc maintenant je vais devoir le faire. Ah, voilà, on arrive à l'étape d'après, tu vois. T'es toujours un peu forcé. L'univers te dit, écoute-moi bien, tu n'auras pas le temps, ça va aller très vite. Et là, je me dis, d'accord, c'est super. Et en même temps, quand je te dis j'avais peur, j'étais aussi jeune. Quand t'es jeune, t'as aussi quand même une insouciance qui fait que même si t'as peur, t'y vas. En fait, tu prends les choses, tu mets pas 1000 ans à réfléchir. La naïveté, quoi. Exactement. Et t'y vas et tu te poses pas de questions. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me rappellerai toujours. Donc il m'avait contacté et signé sur la base de ce titre qui avait été mis en première page, c'est-à-dire I Know, le premier single. Et moi, au premier rendez-vous, ils me disent alors c'est toi qui as écrit. Ils essaient de me connaître, tu vois. Je suis là, oui. Ils sont là, oh là là, mais il est fou ce titre, machin. T'en as d'autres et tout. Je fais oui, j'ai 50 titres. Si l'un d'eux l'écoute aujourd'hui, ce podcast d'ailleurs, et je me fous moi-même. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et vraiment, il y a une partie de moi, au moment où je dis la phrase, qui dit mais pourquoi t'as dit ça? 50. J'étais là, j'ai 50 titres. C'est bien simple. J'ai 50 titres. Alors là, productive, j'y vais. Je produis beaucoup. Et je me dis, mais pourquoi t'as dit ça? Bref. Et donc, au moment où je suis produit, je me dis, bon, les 50 titres, du coup, il faut les écrire, hein. On va y aller. En vrai, t'en avais d'autres ou pas? J'en avais d'autres, mais pas 50. Combien? J'en avais genre 5. En fait, t'avais juste rajouté un zéro. J'avais rajouté un zéro, genre. Le mytho. J'étais là, et en fait, je pense que j'ai voulu aussi, tu sais, tu joues un rôle, t'es dans un truc, t'es impressionné aussi. J'ai voulu, exactement, qui te donne une confiance, qui croit en toi. T'as envie de leur dire, t'as raison de croire en moi. Tu vois, t'as envie de leur dire, oui, t'inquiète, je gère, je comprends, je gère. Et en fait, tiens. C'est Marion qui arrive. Ah bah tiens. Coucou Doudou. Oui, je veux bien ça. Je me mets là et j'en doute pas.
Regarde. Alors, qui est là. on ignore la taratata parce que sinon elle fait du bruit en interview. Ok. Et après, on refera les petits jeux. Merci beaucoup. Je vous laisse finir. Oui. Non, mais t'inquiète, c'était pas intéressant. Oui. C'était nul. On était là, on se faisait chier, on se regardait dans le ouais, bah ouais. Angoisse. Bah là, j'ai 10 minutes de vide. C'est bien simple. Bah, ça va faire un nouveau concept de podcast. Silence. C'était la pub de Daft Punk pendant le Super Bowl quand j'étais à New York. Je me souviens. Ils avaient fait c'était genre une minute de silence. J'étais là, mais c'est si brillant. C'est brillant. C'était magnifique. Ouais, rip. Et tout ça pour dire que donc t'as 50. Tout ça pour dire que je dis j'ai 50 et en fait je rentre les faire ces chansons. Parce que je l'ai quand même dit, tu vois, j'ai la prophétie autoréalisatrice. Ouais, par contre, la fatigue au bout de 15 titres déjà. Ah, mais c'est aussi là surtout que je découvre en fait que je veux faire plus que ça de ma vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis là, mais c'est ça que je veux faire. Et donc je rentre, c'est la meilleure chose. Ouais. Et donc tu les écris? J'écris, alors peut-être pas les 50, mais j'en écris beaucoup, tu vois, les uns à la suite des autres. Mais en plus, question con, mais comme t'es jeune, est-ce que t'as des choses à raconter déjà ou? Parce que j'ai une vieille âme. Je fais partie de ces gens-là. Donc, alors évidemment, sur le coup, je raconte des trucs que je regarderai aujourd'hui en rigolant, tu vois, mais sur le coup, moi, j'y crois, tu vois, je suis là, oh, et en plus, je viens de me faire larguer, donc en plus, tu es torturé, tu es là, oh mon Dieu, pourquoi? Et donc, je raconte ce que j'ai à raconter, et sur le coup, j'y crois, tu vois. Et donc, j'écris ces titres, et on va en studio, on enregistre, etc. Et à un moment donné, en fait, tout arrivait de manière absurde et de manière genre hyper qui me dépassait, où j'étais là, mais comment ça a pu, comme si il y avait un truc écrit, tu sais, depuis sur lequel j'avais pas d'emprise en fait, tu vois. Et un jour, ma major me fait, écoute, il y a Henri Hirsch, qui est le producteur de Lenny Kravitz, qui est tombé sur ta vidéo et qui veut bosser avec toi. Oh putain. Moi, je suis jamais allée aux États-Unis, genre, tu vois, j'ai enregistré genre dans un studio qui est une cave en fait limite, et ils me font, bah on y va, on t'accompagne, on va enregistrer avec lui. Et donc je débarque aux États-Unis pour la première fois à Hudson, à côté de New York. Ok. Et on enregistre tout l'été mon premier album là-bas avec lui. Waouh, mais la magie. Truc de ouf. Il a acheté une église désaffectée, t'enregistres dans la chapelle de l'église. Incroyable. Genre, truc de ouf, tu vois. Et moi, c'est ma première expérience. C'est fou. Mais je me faisais, en plus, il enregistre à l'ancienne, donc avec les bandes, machin. Donc, tu vois, le studio, c'est pas juste allumer un bouton, c'est tu fais décoller une fusée, tu vois. Tous les matins, j'étais là, quand est-ce que, et en plus, avec ce truc, où ma première expérience d'enregistrement, elle est hardcore tout de suite, parce que les bandes, c'est pas les trucs d'aujourd'hui où t'effaces, tu recommences. Tu peux pas drop, en gros, tu peux pas, si tu t'es trompé, on rembobine la bande et tu refais. Putain. Tu vois, et c'est fou. Mais ça t'apprend de malade parce que justement, tu te bouges le cul de dingue, quoi. Ouais. Et t'es poussé en fait, tu découvres que t'as pas de limite. Ouais. Tu découvres que vraiment, je faisais des trucs là-bas, je me disais, j'étais même pas capable, que j'avais cette endurance-là, que je pouvais chanter comme ça, que, tu vois. Mais du coup, effectivement, ta première expérience, elle te met dans un truc tout de suite stratosphérique, quoi. Ouais, vraiment. Et puis qui te fait presque croire que la vie de chanteuse, c'est tout le temps ça aussi. Ah, mais c'est même pas presque croire. Je n'avais aucune autre expérience de la musique que ça. Et j'étais quand même à 6 mois de carrière, même pas. Tu vois. Alors, on compte quand même les webcams. Comptons les webcams. Ok. On est à 1 an, alors. on est à 1 an de carrière. Voilà ma vision de ce que c'est que faire de la musique, tu vois. Le luxe de ouf. Et donc, au moment où je suis à New York, il se passe quoi? Oui, en fait, il y a cette boîte de tournée qui aimerait bien te signer en tournée, etc. Quand tu rentres, on fait un rendez-vous avec eux. Je suis là, d'accord, super. C'est la boîte de tournée de Mathieu Chédid, de Diams, je sais, ça me parle. Tranquillement, tu vois. Et moi, je suis là, ok. Et encore une fois, dans ma jeunesse, tu sais, tu prends, en fait, tu te poses même pas de questions. T'es là, genre, ouais. Et je fais rendez-vous avec eux. Écoute. Ce qui est bien, c'est les premières parties. Nous, on va proposer tes maquettes aux artistes qu'on fait tourner, et puis on verra avec eux s'ils ont envie de te prendre en première partie. Et donc, ils font écouter mes premières maquettes à Diams. Et Diams, elle fait, ouais, je veux bien la prendre sur 2 dates, faire un essai, et puis on voit comment ça se passe. Je suis là, wow. Trop bien. Wow. Ah ouais. Diams, tu vois. En plus, c'était la full époque, ouais. Incroyable. Ouais. Donc, je vais faire 2 dates, je suis comme ça.
Ouais. Alors, la première date, j'arrive. Oui, parce que c'est pas 300 personnes quand c'est Ah, Diams. ça n'est pas 300 personnes. Ouais. Et puis, tu n'es pas derrière un écran, surtout. Oui, C'est-à-dire que vrai. ma première expérience de date, c'est devant le public de Diams avec ma guitare. Mais non. Avec ma guitare, mon bonnet, et je suis là devant un micro et je suis là, bonjour. Maintenant, la chanson numéro 1. Et je chante. Après, je fais la chanson numéro 2. Je chante. Et Vraiment. puis les gars, ils s'attendent à voir une rappeuse. Oui. Ils arrivent, Oui, les oui. meufs qui connaissent pas avec une petite guitare. Avec une petite guitare qui non. est là. Non, je rigole. Mais je m'excusais tant. J'étais là, désolée de vous imposer cette présence. Vous n'êtes pas venu pour moi. Je ne sais pas ce que je fais là, c'est bien simple. Je sors de scène. Diams, elle me dit, viens me voir ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as pas envie d'être là? Je dis, bah, si. Mais qu'est-ce que c'est? Ta chanson, elle fait oh, tu les fais chanter. Et je suis là, mais j'ai le droit. Elle me dit, mais attends, alors on va n'importe quoi, on va tout refaire. Et là, elle me fait un coaching de scène. Elle me dit, écoute-moi bien, demain, tu les fais chanter là c'est parfait, tu leur poses des questions, tu leur dis ah oui et machin, là tu fais question-réponse, nanana. Me voici donc assise en face de Diams qui me coach. Waouh, pour le ma rêve. deuxième date. The Voice, mais plus cool Genre encore, plus quoi. cool. Ouais. T'as genre la full expérience. Tu vois. Et le deuxième soir, je fais ce qu'elle m'a dit. Évidemment, ça se passe de ouf. Oh, putain. Et elle me dit, bah, viens sur toute la tournée. Et donc, je l'accompagne sur toute sa dernière tournée avec ma guitare. Ah putain, j'ai les Truc de frissons. Ah ouais, Truc de incroyable, incroyable. Il y a même un moment donné où elle me dit, il y a une des chansons de son set où je viens jouer avec elle à la guitare tous les soirs, tu vois. Putain. Et en fait, moi, c'est un de mes moments les plus beaux. Ah c'est ouais. un de mes souvenirs les plus beaux de tout ce qui s'est passé ces 12 dernières années. C'est ça. Ah ouais, C'est extraordinaire. Genre c'est une fou. maman, une grande sœur, c'est ouf. Putain, c'est trop bien parce que ça t'arrive avec une artiste qui est bienveillante et qui t'écrase pas et qui au contraire veut te pousser vers le haut. Exactement. Et tout. Et c'est chouette. C'est ouf. Et d'ailleurs, qui me dit, on discute un jour et elle me dit, en fait, je sais pertinemment que ça va aller très très vite pour toi. Ok. Que ça va, elle me dit, ça va aller très vite. Préserve-toi. Elle sait que je fais des études à l'époque. Elle dit même aux gens de sa tournée, l'embêtez pas quand elle est en train de faire, quand elle est en train de bosser, parce que moi je bossais dans le tourbus en fait, tu vois. Et elle me dit, le plus important, ça va être de savoir dire non. C'est un des premiers conseils que j'ai eu, c'était d'elle et qui m'a dit, il y a des moments où ce sera très important que tu saches dire non. Et je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. C'est rentré dans ma tête, j'ai imprimé et j'ai compris après ce qu'elle voulait dire, tu vois. Ouais, et puis aujourd'hui, on se comprend avec les différentes étapes. On se comprend, non, c'est pas du tout français. On comprend avec les différentes étapes de vie qu'elle a eues et là son retour avec son docu, que dans sa vie ça a été très très important aussi. Exactement. Cette notion du non. Exactement. J'aimerais bien l'avoir dans la leçon. C'est, me dire. oh là là, mais c'est un, comment te dire? Je sais, c'est un humain qui est, je sais même pas, j'ai pas de mots, en fait. Ouais, il y a des gens comme ça que tu rencontres. C'est un humain qui ont humain, un aura, en fait. Particulier aussi. C'est fou. Ouais. C'est fou. Elle parle, tu te tais, et t'es là, oui. D'accord. Il y avait des je me rappelle, pendant sa tournée, il y avait des gamines qui te suivaient toute la tournée et vraiment littéralement qui séchaient les cours pour venir en suivre en bagnole, tu vois, les machins. Et t'avais vraiment les mères à la fin du concert, parce qu'en Diams allait signer les autographes, qui étaient là, Mélanie, mais dites-lui, moi je peux plus. Elle arrête tout, elle vient vous voir. Et vraiment qui était en pleurs. Et tu avais Mélanie du coup qui grondait les meufs. Tu vois. C'était si drôle. C'était très très drôle. C'est génial. Qui faisait la grande sœur. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais? Et tout. C'était trop marrant. Oui, Mélanie. Oui, et vraiment c'était ça. Et elle était là, oui, d'accord, Mélanie. Les meufs aujourd'hui, elles sont doctorantes. Ouais, vraiment, genre. Et dans leur thèse, je remercie Mélanie. Ouais. Qui est Mélanie Diams? C'est vraiment ça. En fait. C'est vraiment ça, genre. C'est si drôle. Et après cette période-là où tout explose, tout va extrêmement vite. T'as pas le temps de limite processer ce qui se passe parce qu'en fait, c'est trop. Enfin, ça va plus vite que t'arrives à digérer. Ça n'a aucun sens. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, toutes mes expériences ne sont pas la réalité. Quand je dis la réalité, en tout cas la réalité de beaucoup de gens qui font de la musique. Ma première télé, c'est un grand journal. Wow, genre, je vais au grand journal, je chante ma chanson. D'ailleurs, très mal parce que je suis en panique. Bah, c'est vraiment littéralement en panique. Ma voix, elle est pas là. Le lendemain, mon album, premier des ventes. Voilà ce qui se passe au début, tu vois. Et moi, je suis là, bah oui, ouais. Mais tu vois, c'est un truc de ouf parce que à force d'interviewer là beaucoup de personnalités, mais vraiment je réalise à quel point c'est pas forcément un cadeau de cartonner tout de suite parce qu'on n'a pas le temps de se merder sur des mini-salles. En fait, si tu te merdes, toi, c'est sur le grand journal, mais la pression la dingue, quoi. Pression, et après tu te hais du coup. Bah oui. Parce que tu regardes ça et t'es même pas capable de regarder parce que tu sais très bien l'état dans lequel t'étais, donc ça te traumate. Et comme tu dis, en fait, tu n'as pas la chance de pouvoir rater.
Oui, de faire les petits trucs, d'avoir des petites victoires qui te font. Et puis, t'as même pas le temps de saisir l'immense chance que t'as, puisque t'as connu que ça aussi. Exactement. Donc, comme quoi, vraiment, la notion de succès, d'échec, c'est beaucoup plus nuancé qu'on croit. Exactement. Et puis après ça, bah toi, tu vas recommencer plus ou moins à zéro. Total. En fait, du coup, je fais cet album-là, je fais la tournée, j'arrête pas de tourner pendant 3 ans. Je fais que ça, tourner, aller dans tous les sens. Je fais vraiment littéralement des trucs genre, je vais jouer à La Réunion, le lendemain, je suis à Bourges. Tu vois, enfin, des trucs. Non, mais laisse, c'est des trucs humainement. Genre là, je me dis, mais comment ton corps a pu? Et d'ailleurs, mon corps donc à la fin de cette tournée, je vais à New York et mon corps, il s'arrête. T'as fait un burn-out? J'ai fait un burn-out. Il est physique. C'est-à-dire, c'était même pas, avant que je comprenne mentalement ce qui se passait, je me couche, dans ce studio que j'habitais à New York, et mon corps, il dit, c'est terminé. Merci à vous. T'arrives plus à te lever? J'arrive plus à bouger. Ah putain. Ah oui, c'est violent. J'ai mal dans mon corps, tu vois. Genre, qu'est-ce qui se passe? Et donc, évidemment, en plus, venant de vivre ça, t'as de la chance. Tu peux pas te plaindre. Tu peux pas dire je suis mal. Tu peux pas dire, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué quand même. Du coup, je suis là et je dis bon, bah, je vais attendre, que ça passe. Mais c'est paniquant, on parle autour de toi de ça va pas trop. Non, parce que j'ai honte de ressentir ça. Ah ouais. Bah oui. J'ai honte et puis surtout, alors j'ai honte, et puis j'analyse aussi après coup que j'ai ce truc de, je veux pas me montrer vulnérable aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu commences à y croire à ce masque à un moment donné. Même si t'as les pieds sur terre, etc., tu commences à croire que la vie, c'est d'aller dans des voitures et d'aller à droite, à gauche, etc. Et le moment où t'es mal, t'as pas envie de dire que t'es mal aussi. Tu vois, il y a un mélange un peu des deux qui est un peu ambigu, tu vois. Ou du coup, non, j'en parle pas. Je vis mon somme dans mon coin, loin de tout le monde, du coup, parce que dans ces moments-là, tu te renfermes complètement, donc je vois pas ma famille. Puis t'es tellement fatigué. T'es fatigué, t'as pas l'énergie. L'énergie, ouais, c'est ça. T'as aucune énergie. En fait, t'es en bouillie, voilà. En plus, c'est chaud parce que t'es même pas chez toi. Tu vois? Genre, à New York, bah, c'est vraiment, t'es seul parmi les, enfin, tu vois? Ouais. Ce que j'étais allée chercher. Et en fait, la vérité, c'est que c'était pas à ce moment-là. Aujourd'hui, je referais pas ça. Aujourd'hui, je resterais avec des gens que j'aime ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, qui te connaissent très bien. Et... Ouais. Bon, après, je dis je referais pas ça. En vrai, j'ai compris. Après, il y avait une raison à ça, tu vois. Mais je sais qu'aujourd'hui, comme je vis les choses, j'irai pas m'isoler. Bah ouais, mais c'est con, mais on a besoin de comprendre aussi dans son corps ce qui se passe. Tu t'aurais été incapable de cerner tes propres limites si t'avais pas expérimenté ça aussi. Hein. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que je sais aussi quelle a été l'utilité de me retrouver seule, c'est que j'avais pas d'autre choix que de ressentir ce qui se passait, tu vois. J'avais pas d'autre choix. En fait, mon corps disait, tu vas arrêter de courir dans tous les sens. Tu te divertis de ton truc là, tu vas sentir. Et du coup, vraiment, mais sur le coup, t'analyses pas ça comme ça, évidemment. Tu vois, moi, je te le dis aujourd'hui, juste, sur le coup, t'es juste victime de ton corps. T'es là, genre, oh non, je suis mal, qu'est-ce qui va se passer, je vais mourir. Oh, ma pauvre. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 22 ans, 23 ans. Ouais, c'est vraiment jeune. Et puis en plus, bah, t'as pas forcément la maturité non plus pour, te dire alors qu'est-ce que je ressens dans mon vraiment corps, qu'est-ce que je ressens, oui, t'as vraiment pas ça, et puis t'as pas tous les trucs de entre guillemets développement personnel et de conseils et de trucs, tu vois ce que je veux dire? Bah, t'as genre... Psychologie Magazine pour les cinquantenaires. Voilà. Pardon. Oh, c'est chaud, t'as mal parlé. Ouais, en plus j'ai eu un article un jour dedans et j'étais contente alors. Non, mais tu trouves, en fait, c'est quoi, moi je suis persuadée que tu trouves toujours n'importe où ce que tu vas chercher, ce que tu veux, tu cherches. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas lire un truc qui t'est pas destiné, machin, et juste parce que t'as envie de l'entendre, en fait, tu vas lire et tu vas dire c'est à moi, c'est pour moi, tu vois. Tu veux parler de mon horoscope? De ton horoscope, par exemple, évidemment. Moi, on parle tous de l'horoscope. Quand c'est positif. Oui. Quand c'est négatif, je ferme. Et j'envoie à Marion, mais pourquoi ils veulent me bolosser, genre? Ils me victimisent. Encore un magazine torchon. Tous les mêmes, ces magazines. Ils veulent nous piéger. C'est sûr. Et du coup, je me dis, comment tu t'en remets de cette période-là? Et bah, d'une manière qui m'a plu à l'époque et qui m'a permis de sortir de là, mais qui, avec le recul, m'a juste permis, encore une fois, de décaler de décaler pour mieux revenir dans la merde. Et en gros, à l'époque, je me dis, il faut que alors déjà, je sais pas pourquoi je tombe dans le sport, mais addictif. Okay. Et si maintenant je sais pourquoi, c'est-à-dire que j'avais besoin de ces hormones-là, tu vois, c'était une forme d'addiction. Donc je me mets à faire la scène, c'est de l'adrénaline de malade. Exactement. Donc c'est comme si j'avais besoin de retrouver un peu ce truc-là. Donc je me mets à faire 2 heures de sport par jour. Ah ouais. Genre je me lève tous les matins à 5 heures, je vais courir, je vais faire du cardio, ah ouais, machin, Kim Kardashian, quoi. Kim Kardashian, genre. Je me prépare pour ma télé-réalité, tu vois. Truc de ouf.
je commence à développer aussi une espèce de rapport chelou à la bouffe, très contrôlant et tout, parce qu'en plus je suis à New York, je me dis la tentation est partout, tu vois. Sur le coup, je me dis que ça me fait du bien, mais c'est juste que j'essaie de trouver le contrôle ailleurs, parce qu'en fait, sur le coup, comme tout s'effondrait, j'avais besoin de trouver des trucs de contrôle, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est souvent le dernier recours. Hein. Bah oui. Et donc tu te dis qu'est-ce que je peux contrôler, ce qui rentre dans mon corps, et puis aussi du coup c'est voilà. Ça y est. Ça voilà, c'est tout hein. Et donc et en fait au début ça me fait la blague, ça me fait aller mieux, ça me fait sortir de ce truc-là, et donc je recommence à créer aussi, tu vois. Je recommence à écrire des chansons, mais en me disant je fais un rejet, je me dis je ne veux plus faire des scènes, des promos, surtout les promos m'ont dégoûté. C'est-à-dire que vraiment, et je veux pas cracher dans la soupe, c'est-à-dire que ça m'a dégoûté dans le sens où j'avais toujours l'impression de mettre un masque. Et c'est fatigant. C'est fatigant. C'est épuisant, c'est clair. T'es constamment en train de raconter le même truc, et c'était le cas d'ailleurs, tu vois. Et puis c'est vrai que, tu vois, du côté des journalistes, moi j'essaie toujours de prendre avec des pincettes le « ah, elle est pas sympa ». Tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, il y a des jours où on a des mauvaises nouvelles. Ah, mais bien sûr. Bon, donc moi c'est même pas avec des pincettes, je n'y crois plus. En fait, elle n'est pas sympa. En tout cas, je garde un avis réservé. Mais c'est vrai que quand tu vois un artiste, que toi t'es content d'arriver et que t'essaies d'être gentille et bienveillante et que la personne en face tire la gueule et est mal élevée, c'est quand même. Tu te dis, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Donc ça te force évidemment à avoir un masque de gentillesse. Exactement. Mais oui, puis c'est humain, c'est normal. Et c'est humain, et tu vois. Et moi en plus, je venais de YouTube, donc il y avait ce côté proximité avec les gens. Ah ouais. J'étais la gentille. Quand les gens m'abordaient dans la rue, alors je que me disais, maintenant, oui, alors que là, on a bien compris, hein. On a bien compris. Le masque c'est terminé. Ouais, le masque il est parti. Tout ce qui bouge. Et vraiment, genre quand les gens m'abordaient dans la rue, j'étais là, et en fait c'est des micro-agressions perpétuelles, mais du coup que les gens pensent c'est pas intentionnel, mais en même temps toi tu le prends et t'es là, mais on ne se connaît pas, on peut pas se parler comme ça. Sauf que évidemment, tu ne peux aussi pas le dire parce que t'as de la chance d'être exposé, de machin. Et donc il y a vraiment ce truc mais c'est un jeu que j'ai accepté de jouer, bien tu sûr, vois. Bien sûr. Genre et puis parce que on va pas se mentir, c'est aussi il y a des jours où c'est gratifiant, où ça rebooste. Exactement. Sauf que la limite, elle se met genre un peu de manière ambiguë et parfois elle est dépassée. Et dans mon cas, elle était dépassée de ouf aussi parce que j'étais une jeune femme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens se permettaient des choses. Je me disais jamais tu dirais ça à un artiste, tu vois, qui d'un certain âge, et vraiment j'avais cette conscience-là tout le temps dans mes rapports avec les gens. C'est fatigant. Donc t'avais le cerveau divisé en 3. Ouais. Et donc là tu réécris petit à petit. Donc je réécris petit à petit des chansons en me disant je veux plus. De toute façon je le fais pour moi et machin. Et je les envoie à l'époque à Michael Goldman, qui était le patron de My Major Company et qui était devenu un ami en fait. Ok. Et qui me dit en fait je comprends que t'aies plus envie de le faire. Juste moi je te dis ces chansons elles sont ouf. Je suis amoureux de ces chansons. Ok. Et honnêtement fais comme tu sens, mais moi je veux t'aider à sortir ces chansons. Je veux les produire. Mais il est magnifique. En fait c'est un des seuls et des premiers, un des rares qui m'a tout de suite considéré comme son égal. Tout de suite. Important, tu vois. Alors qu'il a 10 ans de plus que moi, il avait le métier qu'il avait. Moi, j'étais une nana qu'il trouvait sur YouTube, etc. Et il y a toujours eu ce rapport où il me montrait tant son respect que j'étais toujours dans un truc très safe, tu vois. Et donc, quand il me dit ça, déjà, ça me remet aussi du beau au cœur, tu vois. Je me dis, c'est chouette. En fait, il y croit et il a envie d'y aller. Et je me dis, allez, je me sens safe, tu vois. Je me sens safe et je me sens entendue et je me dis, je me sens valorisée aussi, on va pas se mentir, tu vois. Je me dis, c'est trop cool. En fait, il a envie de le faire. Et donc, je commence à me lancer dans l'écriture du deuxième. Je me dis, finalement, allez, deuxième album, c'est super et tout, nan. Mais avec ce truc que comme j'avais pas réglé, en fait, j'y vais, mais sans me rendre compte à quel point j'ai mis des barrières de ouf dans moi, tu vois. Donc, en fait, j'étais sur la défensive pour tout. Et puis, une artiste, c'est pas possible. Mais c'est fou. C'est un boulot où on doit clairement s'ouvrir en deux et montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que je refusais tout. Et je comprenais même pas pourquoi. J'étais en colère de mon propre travail. Okay. Genre, je sors un single, ils me disent, bon, il y a cette promo, il faut chanter ce single. Et je suis là, je ne vais pas chanter ce single, je vais chanter une chanson autre que j'ai décidé. La casse-couille, comme dirait l'autre. Je deviens horrible. Mais genre, horrible. Non, mais oui, t'es en rejet, quoi. Je suis en rejet. Et moi-même, je comprends pas pourquoi, tu vois, mais je me protège, en fait. Je me rends compte que, genre, je me protège. Et je commence à vraiment,
c'est ça qui était drôle d'ailleurs, parce que dans le process de promo du deuxième album, qui en plus se passe hyper bien, aussi en copro avec M6, donc ça passe partout, c'est génial, tu vois. On a encore plus de soutien qu'avant, puisqu'on sortait du succès du premier, etc. Et dans ce succès-là, moi, mon chemin personnel, il commence à repartir en arrière. Tu vois, il commence à avoir ce truc de je ne veux pas, non, c'est non. Ouais, comme quoi c'est vraiment quand c'est trop, ça dégoûte. Ça dégoûte. Et comme tu dis, quand t'as pas eu vraiment la rampe de lancement, tu mets du temps. En fait, du coup, le moment où toi t'es censé, tu vois, avoir construit ton truc et justement le faire durer, en fait, c'est toi, tu reprends à zéro. Tu vois, en fait, ton corps veut littéralement repartir à zéro parce que t'es là, mais en fait, je ne me suis pas construite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouf. J'ai interviewé Julie Zenati pour un épisode génial sur la comédie musicale qu'il a fait connaître, Notre-Dame de Paris. Oui, bien sûr. Elle était ado à l'époque. Exactement pareil que toi. Durant des années après, elle a eu besoin de tout déconstruire, de se prouver étape par étape qu'elle en valait la peine. Il fallait qu'elle produise, tu vois, tout le contrôle. Ouais, c'est ça, parce que tu t'auto-persuades que tu mérites pas d'être là. Exactement. Et je pense que c'est nécessaire dans ces cas-là aussi. Hein. Mais oui, en fait, t'as besoin, comme si t'avais besoin de te prouver à toi-même. Ouais. C'était le truc de la démonstration. T'arrives à un résultat et en fait, t'as besoin de refaire la démonstration. Tu vois, mais c'est à toi en fait. Tu vois, non, ne me parle pas de maths. Ça me fait des frissons. Ça m'a traumatisé. Moi-même, cette phrase m'a traumatisé. Je sais Toi, pourquoi t'as sorti cette. T'as traumatisé. Moi, ce sont les racines carrées. Les racines carrées. Je comprends pas, pourtant c'est très utile dans la vie, les racines carrées. Je préfère pas qu'on en reparle, s'il te plaît. T'en as pas besoin tous les jours des racines carrées, c'est dommage, c'est bizarre. Alors, faut que je me fasse refaire mes racines de cheveux, là, mais c'est vraiment la seule racine qui compte. Je comprends, et en vrai, oui, de tout dans la vie de tout le monde, c'est la seule racine qui compte. C'était vraiment une expression. En plus, tu parles. On est parti loin et moi je suis partie dans ta vanne. J'ai cru que j'allais rajouter un truc à la vanne, mais je me suis dit non, c'est nul. Mais elle était continue nulle à la pas base. Sur cette. Ça c'est mon envie de plaire, ça c'est mon envie d'être validée. Moi j'étais déjà partie dans mais les racines des arbres, c'est ce qui te. Moi j'étais partie dans les racines de d'où tu viens, tu vois. Oui. Et après j'étais là, on est parti sur les cheveux, ça c'est nul, c'est vraiment. Non, j'y pense parce qu'il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur et là, ça m'obsède en soi. Mais sinon, je ne suis pas que futilité, hein. Non, mais les cheveux c'est très important. Marion connaît d'ailleurs elle dort. Marion dort. Ça y est, ça balance. C'est super. Elle est oh là là, c'est super. Non, mais pour moi la vie c'est une question d'équilibre, c'est se cultiver et regarder les Kardashians. Exactement. Cas, mais bien sûr, il faut arrêter de penser qu'il y a de l'importance quelque part. Non. Il faut accepter sa futilité de temps en temps. Oh bah t'inquiète pas, je l'accepte. Tu vois mais moi j'ai compris qu'il fallait l'accepter de temps en temps. Arrêter de se croire important et machin. Clair. Non mais c'est bon, tu vois. C'est clair. Et on parlera de Selling Sunset après cet épisode. De quoi? On parlera de Selling Sunset sur Netflix. C'est la série dont tu me parlais? Oui, c'est trop bien. C'est bien? J'ai pas vu. C'est vraiment trop bien. Oh wow. C'est des agents immobiliers mais qui s'habillent en mode bling bling et donc tu vois à la fois des baraques de ouf. Bah oui. À genre 10 millions d'euros, moi j'adore. On aime. Et du drama. Non mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Franchement. Qu'est-ce qu'on veut d'autre dans Non la mais vie je veux dire, il y a un moment. Que de regarder des baraques à 10 millions d'euros. À un moment donné. Tu vois? Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? Merde! Génial, je vais regarder direct. Mais quelqu'un d'autre m'en a parlé récemment. Oh bah la terre entière en ce moment, bah voilà. Sûr. Voilà, exactement. On m'en a parlé. On m'a dit c'est genre le mix de toutes les meilleures téléréalités. Voilà. Un peu avec The Real Housewives. Voilà. Il y a vraiment un truc. Exactement. Est-ce que je suis aussi, mais on en fera un deuxième épisode. Parce que là, je suis clairement. On fera un épisode télé-réalité. Des trucs intéressants. Je t'ai parlé de racines de cheveux et de Selling Sunset. Mais moi, je trouve que c'est super. C'est bien. Merci. Tu vois. C'est bien. Toi, tu vas te réinviter. Merci. C'est pour ça, en fait, que je fais ça. Tom, tu sais. T'as tellement remis ton masque. C'est parce que j'ai bu un bon café. Je veux revenir boire le café. Et donc, clairement, à ce moment-là, t'es là, non. Ouais, je suis insup. Je dis non. Donc, ce que je fais, je le fais pas avec mes tripes. Donc, en fait, ça me fait chier. Ça ne m'apporte aucune espèce de gratification. À cette époque, vraiment, quand les gens me disent j'adore ce que tu fais, je te jure, et c'est pas méchant, en fait, ça ne me fait rien. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai supprimé mes émotions. Ça rentre dans, je regarde derrière, tu vois, je suis là, qui parle de cette personne? J'ai tout supprimé. Waouh. Et j'arrive même pas à apprécier, parce qu'il est beau cet album en plus à l'époque, et j'arrive même pas à apprécier le travail que j'ai fait. Je suis allée travailler dans des studios où je me retourne à la machine à café, il y a Justin Timberlake quand même. Non. Je te dis,
Il y a Timbaland qui rentre dans le studio qui dit je vais écouter ce que t'as fait, mes trucs de fou. C'est pas vrai. Tu repars aux États-Unis pour le deuxième? En fait, c'est le moment où j'ai enregistré justement quand Mickaël m'a dit moi je le produis. En fait, je suis restée là-bas et pour te montrer à quel point il était là, mais moi j'y crois de ouf. Il me dit choisis le studio dans lequel tu vas enregistrer. Et en fait, à cette époque, j'avais la machine à café. Mais en plus, pas du tout ça qui est super, c'est que en gros, genre j'avais rencontré un ingé son qui bosse dans ce studio, il me dit vas-y, viens, on bosse. Wow. Et en fait, il se trouve que ce studio appartient à l'époque à la manager d'Alicia Keys, mais c'est encore petit studio, c'est-à-dire que c'est pas connu. Mais moi, j'arrive au moment où ça devient le studio où les artistes veulent bosser. Donc moi qui bosse dans la petite salle, la plus petite salle avec cet ingé son qui s'appelle Stuart White, je commence à voir au fur et à mesure et vraiment j'entends du son et je dis c'est Madonna qui est là-haut. Et je suis là oui, c'est bien. Hein. Madonna est présente alors. Ouf. Mieux. Là tout l'étage du dessus est pris. Oui, c'est Beyoncé qui a mis des artistes là pour faire les instrus, etc. Elle passe de temps en temps entre les répètes. Et alors ça ne se voit pas, mais ma mâchoire vient de se disloquer. On a peut-être entendu un clac. je te dis, le moment où Timbaland rentre dans le studio, vraiment je fais ce truc de blague de film. Je dis 2 secondes, j'arrive, je vais aux toilettes, j'appelle mon frère et vraiment je suis là. Il y a Timbaland dans le studio. Et après je rentre. Hi. Vraiment ce truc, vraiment je vis ces trucs là normal. C'est incroyable. Et t'es là, t'es sur le coup évidemment je kiffe etc. Mais c'est vraiment littéralement après le travail de promotion de machin, le moment où justement je coupe tout, que je me dis t'as même pas regardé ce qui s'est passé, ce que tu viens de vivre, t'arrives même pas à l'apprécier, t'arrives même pas à te dire j'ai fait ce boulot là, j'ai rencontré ces gens là qui sont mes idoles, les idoles de la planète entière depuis des années, tu vois. T'as aucun recul. Ça, on en parlait justement quand on prenait notre café en attendant Marion. Ce truc de... alors, on va pas non plus faire un bisou à l'épaule dès qu'on a sorti les poubelles. Bien sûr, c'est clair. Mais quand t'as un peu le syndrome de l'imposteur, t'es toujours dans cette fuite en avant en essayant toujours de faire un truc mieux parce que t'es terrifié à l'idée de stagner au lieu de te dire tiens, je vais juste prendre un instant pour faire une petite pause et se dire waouh, bien joué meuf, trop cool. C'est tellement nécessaire. Et je réalise aujourd'hui que si je prends pas ce temps, en fait tout ce que je ferai derrière n'aura aucun sens ni aucune saveur, tu vois. Et je réalise vraiment que à l'époque j'étais incapable de faire ça. Par contre, c'est ce qu'on se disait, tu vois. J'étais incapable de regarder et de juste dire c'est bien mon enfant. Tu vois ce que je veux dire? Juste la petite tape dans le dos. Ouais. Moi, je dis bisous sur l'épaule, mais chacun son... C'est ça, chacun. Bisous sur l'épaule, j'aime bien. Mais c'est fou tu vois, et c'est toute une éducation aussi. C'est, oui. Moi, mes parents, c'est quand je ramenais 18/20, ils sont où les 2 points qui manquent? Oh, putain. On en est là. Donc, en du plus, coup. ils ont tous les 2 fait des études scientifiques. Exactement. Sur donc, c'était là l'histoire. C'est-à-dire que j'aurais pu enregistrer avec Michael Jackson. C'était, oui, mais pourquoi il n'y avait pas tous les Jackson 5, tu vois, genre... Parce qu'il y en a qui sont morts. Parce qu'il y en a qui sont décédés. Oui, mais genre, non. Tu pouvais pas les ramener de chez les morts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et évidemment, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure. T'as donc des schémas comme ça que t'as intégrés, de pas droit à l'erreur, toujours hyper productif, perfectionniste, etc. Mais à un moment donné, c'est ta responsabilité de te les dégager aussi de toi, parce que ça te rend malheureux. En fait, tu n'arrives jamais à profiter de ce que tu fais. Et quand tu fais pas, tu t'auto-flagelles, tu vois. Et même en plus, même quand tu fais, tu t'auto-flagelles en fait, puisque tu arrives pas à l'apprécier à sa juste valeur. Et ça, aujourd'hui, tu le vois comme un échec et donc une leçon à en tirer? Ouais, vraiment. En fait, je me dis que à ce moment-là, j'ai appris à accepter ce que je considérais comme être un échec, mais qui moi me terrifiait, tu vois. Qu'est-ce que c'était ton échec à l'époque? C'était de pas faire. C'était de m'arrêter quand j'avais besoin de m'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Et de pas être dans cette espèce de course à la productivité, de course et j'ai vraiment réalisé à quel point je me définissais par ce que je faisais. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'était un échec de pas participer à cette course débile là c'est pour ça que je t'ai dit, aujourd'hui, j'accepte tellement ma futilité. C'est-à-dire que cette espèce de course à être important, à vouloir faire des choses pour dire, moi, j'ai un sens dans le monde. Putain, j'étais là, mais laisse-moi tranquille. Vraiment, genre, on va tous aux toilettes avant d'aller se coucher. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc de, ouais, je me dis, j'ai accepté que ce que je considérais comme être des échecs, en fait, était plus un truc que si je le vivais pas, ça me bloquait en fait. J'aurais pas pu avancer, tu vois. Et donc j'ai décidé à la fin de ça de m'arrêter. J'ai accepté de m'arrêter. Ok. Et donc j'ai quitté My Major Company. Je me suis dit, et j'ai quitté Paris. D'ailleurs à ce moment-là, parce que j'étais revenue à Paris pour faire la promo du 2e.
Et j'ai quitté Paris, je suis allée m'installer à Lyon. Et j'ai dit, accepte d'arrêter de fonctionner. Ouais, juste accepte d'être. C'est hyper juste. Et c'est pas grave si aux yeux des gens, parce qu'évidemment les gens te renvoient que t'es en échec. Les gens te disent, bon, on te voit plus à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Les gens et au début ça me piquait de ouf, hein. Bah, je comprends. Ça me piquait. Et Dieu sait que j'ai jamais mis mon ego là-dedans. Quand vraiment à chaque fois que tu croises des gens, c'est tu fais plus rien. T'es là, je respire de l'air quand même. Déjà bonjour. Ça, mais et en plus, ça te renvoie du coup encore plus que toi-même, tu t'es défini par ça aux yeux des gens, tu vois, parce que pour les gens, effectivement, ils te disent quand même ce mot qui est violent de dire, tu fais plus rien, en fait, t'es là, du coup, donc je ne suis rien, tu vois. Ouais, de ouf. Et au début, ça me piquait de ouf. Et puis, tu te sens obligé de te justifier, du coup. Bien sûr. Et au début, même limite de dire, non, si, enfin, tu vois. Non, bah oui. Bah oui. Et quel est le passage où t'as réussi à t'apaiser sur le sujet? C'est à ce moment... Attends, quel est le passage? Non, ça faudrait que je coupe. Je suis désolée, je suis sortie hier et mes phrases étaient pas bonnes. Non, quel est le passage où... Non, mais c'est pas Selling Sunset, wesh. À quel moment t'as réussi à accepter cet état d'être et à te dire, en fait, c'est comme ça que ça va se passer et je suis sereine avec ça? Quand je me suis sentie sereine avec ça. Et comment t'as fait pour arriver à cette étape-là? En fait, j'ai accepté d'être. Déjà, ce qui m'a aidé, c'est que je suis quelqu'un qui aime la solitude. Je suis assez solitaire, et je sais que souvent, pour faire cette espèce de travail d'introspection, tu vois, de comprendre ce qui te dérange dans les trucs, ce qui te trigger quand quelqu'un te dit tu fais plus rien, et je suis là, mais pourquoi ça me trigger tant? En fait, souvent, t'as besoin d'une certaine solitude. En tout cas, de faire le silence, tu vois, et même de ta tête, tu vois, de ton mental, etc. Et du coup, je pense que déjà le fait de m'être isolée, d'avoir été seule, ça m'a aidé beaucoup. Pour beaucoup de gens, c'est pas forcément le cas, tu vois, mais moi, ça m'a aidé beaucoup. Et surtout, j'avais pas d'autre choix que de ressentir les trucs, tu vois. Justement, il y avait plus personne autour. J'avais pas la fuite en avant de devoir faire ci, de devoir faire ça. Et tu vois, tous ces trucs que je m'étais coupé, en fait, il fallait que je les ressente, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ça a été encore une fois hyper douloureux. Et c'est pour ça que je te disais, le truc de New York, en fait, il m'est revenu à la gueule parce que en fait, en faisant du sport et machin, je l'avais pas regardé. C'était encore une autre distraction, tu vois. Et du coup, je me retrouve là et je dis, en fait, tu vas devoir sentir tout ça, hein. Tu vas comprendre. Oui. Oui, hein. Aïe, ça pique. Ouais. On va mettre un peu de Jasmine. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, j'étais là. Alors ça, et là, on en parlait tout à l'heure, je disais, alors ça, c'est à moi. Ça, c'est pas à moi. Cette croyance, c'est à moi. Cette croyance, c'est pas à moi. Ça, on m'a dit que je devais être comme ça, mais en fait, je m'en fous. Ça, machin. Et tu vois, petit à petit aussi, tu sens ton corps se libérer. En vrai. Ouf. Tu sens ton corps se libérer. Ça peut passer parfois par des moments très violents, parce que ton corps se libère, hein, donc voilà. Mais tu sens le poids partir petit à petit. Quand tu fais le tri, et t'as jamais fini de faire le tri, parce que tu vois bien. Bah oui. Mais remets les couches à un moment donné. C'est clair. Mais genre, et en fait, c'est juste ça, c'est que je me suis retrouvée seule avec ça, et j'ai dû sentir les trucs. Ouais, t'avais pas le choix. C'est intéressant quand on te dit. Oui, mais j'ai peur de faire une psychanalyse et tout. Je comprends à quel point c'est terrifiant parce qu'au départ, t'en chies un peu, mais qu'est-ce que tu te sens plus léger après, c'est incroyable. Et puis, tu reprends un peu le pouvoir aussi sur toi. Exactement. Parce que tu te connais mieux. Exactement. Et puis tu sais pourquoi tu fais les trucs. Bah ouais. Ça, c'est un truc qui vraiment, mais ça m'a changé la vie. Ouais, c'est puissant. De me dire, en fait, cette action-là, il y a genre 4 ans, je savais pas pourquoi je faisais ça. Et maintenant, je sais pourquoi je le fais. Et c'est beaucoup plus gratifiant en plus. Exactement. Et guess what? Quand les gens comme me disaient ce que tu fais, à ce moment-là, je l'entendais. Tu vois, j'étais capable de recevoir ça. Parce qu'en fait, j'avais fait la paix avec ce truc de oui, mais non. Moi, cette espèce de overachiever insupportable qui sait pas se satisfaire de juste être. En fait, c'est pas moi. C'est une couche que j'ai portée, tu vois. Et une fois que j'ai enlevé ça, je me suis dit en fait, tu acceptes en fait quand on te dit que c'est cool. C'est cool en fait. C'est bien. Est-ce que le là voilà, et là j'ai dit bien, je te fais des câlins. Et aujourd'hui, ça te sert à quoi dans ta musique, ton métier, ton art? Oh là là, ça me sert à tant de choses. Déjà, à recomprendre pourquoi je le fais. Ça me sert et je suis loin d'être arrivée. C'est ça qui est beau. C'est à voir qu'en fait, je vais pouvoir le faire toute ma vie, ce truc-là. De dingue. Parce que je me dis, en fait, aujourd'hui, le but, c'est pas de faire parfait, c'est justement de laisser la place à te planter.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, j'ai réalisé que tous les trucs, tu vois, même les titres, même si on parle purement techniquement, souvent les choses qui étaient vraiment de l'inspiration, c'était quand je me plantais. Vraiment, littéralement. Littéralement. Assez symboliquement, c'était fou, tu vois, de dire, en fait, c'est quand t'as lâché prise sur la volonté de contrôle, qu'en fait, sortent les choses, les plus, entre guillemets, pures. Putain, parce que c'est pas intellectualisé, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, parce que moi souvent mes idées, par exemple, je les ai sous la douche et je sais que c'est un grand classique, parce que on lâche prise totalement, tous les muscles se détendent et il y a une sorte de petit moment de grâce, quoi. Exactement. Et ces idées-là, j'ai appris à les écouter. C'est ça que ça m'a appris ce moment-là. C'était là, en fait, pendant tout ce temps, et c'est pour ça que mon corps d'ailleurs s'était arrêté. T'as bolossé tes intuitions. Ouais. T'as eu des intuitions, le truc de la douche. T'as pensé à des trucs et t'as commencé après à mettre 1000 couches de mais oui, mais pourquoi, mais qu'est-ce que, mais machin, mais nanan. Et en fait, juste, tu t'es bolossé toi-même, quoi. Ah, c'est ouf. Il était trop bien cet épisode. Oh là là, c'est super. Bah, merci beaucoup, Yarma. C'est hyper intéressant. On en discutera encore hors micro de Beyoncé. Bah oui. On va appeler d'ailleurs Bi, qui est une amie maintenant. C'est la meuf ouais, la meuf 50 chansons. Ah, le mensonge est toujours là. Enfin, l'erreur ne m'a pas, le mensonge est là. Tu sais, t'as l'impression que la meuf, elle a grave tiré des leçons et à la fin, un peu comme dans Inception, t'es là. Oui. Ah, mais non, en fait. J'ai adoré ce film. Ah bah, trop bien. J'ai adoré ce film. J'adore. Oui. Moi, je crois que j'ai préféré Shutter Island. Ah, mais tu sais quoi, je l'ai pas vu Shutter Island. Wow. Et je sais que c'est une erreur. La bande son et tout, toi qui es chanteuse. Non mais oui, je sais que c'est une erreur. Vraiment, autant il y a ce truc où parfois on me dit mais t'as pas vu ça et je suis là, laisse-moi. Franchement, je m'en fiche. J'ai pas vu Avatar. Autant Shutter Island, j'ai un peu honte. Autant Shutter Island, je suis là. Non mais c'est bien, tu le reconnais, tu sais quoi. Il y a toujours une marge, d'amélioration. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous aurez remarqué que j'ai rien coupé, même des petits passages imparfaits. Et en fait, je me suis dit que ça avait un côté sympa de vous montrer le vrai enregistrement de cet épisode que j'ai trouvé trop cool. Et en me disant, ça c'est la vraie vie aussi, c'est de recommencer ces questions, etc., etc. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Pour découvrir les coulisses de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni. Sur Twitter, podcast LL en majuscule, et sur Facebook, La Leçon Podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.